Encore une fois, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. 4 jours après la publication du gouvernement dit de cohésion nationale nommé par le président de la République sur proposition du Premier ministre, les cérémonies de remise et reprise ont débuté ce jeudi dans différents ministères. Ainsi, Richard Mouyège va passer le bâton de commandement à Évariste Bouchab à l'intérieur et sécurité. Daniel Moukoko Samba et Kinke Moulumba vont respectivement laisser leur fauteuil à Michel Bongongo au budget et Thomas Louaka au PT Antique. Au travail et prévoyance sociale, Bahati Lukwebo qui à l'économie pour remplacer Jean-Paul Nemoyato va faire la remise et reprise avec Willy Makiashi. Au ministère de l'Environnement, Bavon Sampoutou Lima est remplacé par l'élu de Lukunga. Bienvenue Liota. Célébration le 10 décembre de la Journée internationale des droits de l'homme à Kinshasa. Le ministère de la Justice et droits humains, les bureaux conjoints de l'ONU aux droits de l'homme avec les ONG œuvrant pour réfléchir sur le thème droits de l'homme 365 jours. Un reportage de Patrick Mpezazanetti et Chims Kapangala. À Kinshasa, le 66e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été célébré par le ministère de la Justice et droits humains en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme et les ONG œuvrant dans ce secteur. Au nom des organisations de défense des droits de l'homme, Robert Ilunga Numbi a interpellé l'assistance sur le respect des droits humains au quotidien. La reconnaissance ou le respect des droits de l'homme ne concerne pas seulement la journée d'aujourd'hui, le 10 décembre. Elle est un combat permanent durant les 365 jours que compte une année. 24 heures sur 24, minute par minute, seconde par seconde. Voilà comment nous, organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, avons compris l'essence du thème de cette année, droits de l'homme, 365 jours. C'était également une occasion pour les ONG de défense des droits humains de saluer les efforts de l'exécutif national pour la protection des droits des citoyens. Je voudrais donc remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo pour sa volonté manifeste de promouvoir les droits de l'homme, de mettre en place une institution nationale des droits de l'homme, qui est la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle. Cette institution attendue par les Congolais ainsi que par la communauté internationale doit être différente d'autres institutions politiques qui la précèdent. Sa mise en place et sa composition doivent respecter les principes de Paris. Pour cela, la CNDH doit être constituée de femmes et des hommes intègres, compétents. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et le directeur adjoint du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme ont condamné les violations des droits humains dont sont victimes les habitants de Beni dans le Nord Kivu. Le Centre de recherche interdisciplinaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique centrale de la faculté de droit de l'UNIKIN a organisé le 10 décembre en collaboration avec l'université Al-Mustafa, campus de Kinshasa, une journée internationale de droits de l'homme. Les réflexions se sont focalisées autour du thème de l'année droits de l'homme 365 jours et l'islam et droits de l'homme. Jacques-Olivier Mouloubandombe et Yannick Bilamou. Les participants à cette journée internationale des droits de l'homme ont focalisé leur cogitation sur les thèmes droits de l'homme 365 jours et islam et droits de l'homme. Pour ce faire, 3 communications scientifiques ont été exposées. Droits de l'homme 365 jours par le professeur Dieudonné Kalindié, directeur du CRIDAC. Le doyen de la faculté de droit de l'UNIKIN, le professeur Nyabirungu, a quant à lui planché sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, lecture d'un pénaliste. C'est une marque particulière qui démontre que les droits de l'homme revêtent effectivement un caractère universel. Les droits islamiques gouvernent des centaines de millions de personnes à travers le monde. Nous avons saisi une opportunité de la présence du recteur pour essayer de célébrer ensemble et d'échanger. Pour sa part, le recteur de l'université internationale Al-Mustafa, le professeur Mohamed Zolpagari, a tablé sur l'islam et droits de l'homme. Malheureusement, parce que ces gens-là ne savent pas ou ne connaissent pas les principes fondamentaux de l'islam.
Malheureusement, les gens qui parlent de l'islam, ils ne parlent que des problèmes qui sont négatifs. Mais ce qui concerne les problèmes positifs, ils ne disent pas aux gens, ils n'informent pas les gens. Donc ils ne parlent que des mal de l'islam. C'est pour cela que nous sommes venus nous-mêmes expliquer aux gens, afin que les gens comprennent ce qu'est la réalité. Au regard des échanges, les résultats de cette journée ont été atteints dans la distribution et l'intériorisation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut dire qu'à travers cette journée, le CRIDAC a amorcé un débat sur l'islam et les droits de l'homme, question de participer à la recherche, cette deuxième mission de l'université. Il contribue ainsi aux efforts déployés dans le monde arabo-musulman pour faire avancer le respect des droits de l'homme et la liberté religieuse. Toujours au sujet des droits de l'homme, le programme Genre, Famille, Enfants de la nouvelle société civile congolaise a échangé avec les femmes venues du district de la Tchangou sur le militarisme et les violences contre les femmes. Cette matinée d'échange entre dans le cadre de la clôture de la campagne de 16 jours d'activisme lutte contre les violences basées sur le genre qui coïncide avec la célébration de la journée mondiale des droits de l'homme. Neftali Wamutala Ouseni, Suzy Kibira Omari et Francis Siamundele. Non à toutes les violences faites à la femme, oui à la promotion, à l'autonomisation et à l'équité en RDC. C'est le thème de l'échange entre le programme Genre, Famille et Enfants de la nouvelle société civile congolaise et les femmes venues du district de la Tchangou à l'est de la ville de Kinshasa. Ce, dans l'objectif d'encourager ces femmes à prendre en main leurs responsabilités. Nous avons plusieurs bases, mais on a préféré de fêter ça avec les mamans de Tchangou. Parce que les mamans là ont besoin aussi de l'autonomisation de la femme, le leadership. Et elles veulent assez qu'elles aussi ils puissent, leur niveau soit monté. Et c'est ce que nous cherchons, à sensibiliser les mamans, à les faire comprendre et à les aider surtout à quitter dans les pôles de la femme qui a peur, la femme là qui est marginalisée. La femme là qui ne paie rien parce qu'elle est habitée à ce qu'on appelle les situations familiales, situations des niveaux de vie là où elle vit. Mais nous voulons que cette femme là puisse comprendre. Dans son intervention sur la paix et la sécurité dans la résolution 1325 des Nations Unies, Joséphine Ngaloula, présidente du Forum de la femme ménagère, appelle la femme à se prendre en charge. Femmes, je vous appelle à voter pour femmes, pour que la paix soit dans notre pays, pour que la Constitution de la République soit respectée et pour que la Déclaration universelle des droits de l'homme soit respectée, ainsi que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Il faut signaler que cette activité du programme Genre, Famille et Enfants de la nouvelle société civile congolaise a coïncidé avec la clôture de la campagne des 7 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 31 octobre 2000 doit être respectée pour une représentation équitable des femmes dans les instances de décision. Cette déclaration est du cadre permanent des consultations de la femme congolaise CAFCO après le constat sur la réduction de la représentation de la femme dans l'équipe gouvernementale Matata 2. Le CAFCO appelle les décideurs à honorer leurs engagements dans le respect de la parité. Suivez-le au micro de Suzy Kibira Omari. De la République démocratique du Congo, toute tendance réunie membre du cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO en sigle. Constatons avec amertume la réduction de la représentation de la femme dans l'équipe gouvernementale Matata 2, et ce, en violation flagrante du principe de la parité homme-femme, tel qu'énoncé par l'article 14 de la Constitution du 18 février 2006, notre loi fondamentale. Au total, nous avons 7 femmes sur 48 membres du gouvernement, soit 14,5% de la représentation de femmes. Cela démontre que la République démocratique du Congo régresse davantage dans les indicateurs de développement et du genre. De ce qui précède, demandons au chef de l'État, garant de la Constitution, de respecter les articles 13, 14 et 15 de la Constitution de la Troisième République sur la parité homme-femme. Aux décideurs, de respecter le protocole de la SADC sur le genre et le développement ratifié par la République démocratique du Congo, dont l'échéance d'évaluation est fixée en 2015.
d'appliquer la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, de rejeter les listes de partis politiques ne respectant pas la dimension genre. Cette question maintenant, quel est l'état de lieu de droits de l'homme en République démocratique du Congo? Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, estime que la situation des droits humains en RDC est précaire et nécessite d'être consolidée pour un avenir meilleur. Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, est au micro de Neftali Bouamoutala Osseni et Francis Siamondele. Vous savez, les droits humains en RDC, il se pose un sérieux problème d'abord de l'autorité de l'État et de l'ensemble des structures qui doivent protéger les droits humains en RDC. Nous avons d'abord le gouvernement à travers le ministre de la Justice et des droits humains qui est une institution qualifiée pour la protection des droits et libertés des citoyens dans notre société. Il s'est posé réellement un problème d'autorité dans ces ministères. Maintenant, avec le nouveau gouvernement, il y a un nouveau ministre et un avocat chevronné. Nous estimons que les choses seront remises à l'heure. Il y a le problème de la Commission nationale des droits de l'homme en RDC. Cette commission n'arrive pas à se mettre sur pied jusqu'ici parce qu'il n'y a pas une volonté politique réelle pour mettre cette commission sur pied. Il y a le problème des services de sécurité. Nous avons parlé de la police. Vous avez suivi qu'il y a plus longtemps 2 rapports successifs sont succédés sur la question de l'opération Likofi dans la ville de Kinshasa. À l'est de notre pays, les femmes sont violées à longueur de journée, décapitées, violentées. L'accès à l'emploi pour la femme n'est pas si facile. L'harcèlement au lieu de service pour les femmes n'est pas si facile. Et l'ensemble des droits et libertés en RDC sont dans une situation de précarité. Vous voyez ça, sont dans une situation de précarité. Donc, il faut consolider cet état-là et créer un environnement où on peut protéger les droits et libertés des citoyens dans notre pays. Cet environnement-là est fragile et il a encore à construire. La situation de droits de l'homme en RDC et celle liée à la sécurité à l'est de Congo-Kinshasa nécessite une attention particulière du gouvernement congolais et ses partenaires. La question était au centre de la rencontre des associations et mouvements réunis au sein du collectif des jeunes solidaires du Congo-Kinshasa, co-gestion en sigle dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du droit de l'homme. David Fidel Luzolo-Kubanza nous en parle. Parlons protection de l'enfant. L'atelier organisé à Kinshasa sous le projet d'appui technique à la direction des interventions sociales pour la protection de l'enfant s'est clôturé le mercredi 10 décembre. C'est un programme appuyé par les États-Unis d'Amérique à travers l'Agence américaine pour le développement international USAID qui soutient le renforcement de capacités dans le domaine de la protection des enfants vulnérables. Suivez ce reportage de Milice Bouassi. Protéger les enfants vulnérables de la RDC, tel est l'essentiel du projet d'appui technique mis en place par l'Agence américaine pour le développement international USAID afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enfant congolais et améliorer son statut social et économique. Cette journée de clôture a connu la participation du directeur adjoint de l'USAID RDC et du secrétaire général des affaires sociales. L'objectif de ce plan est de parvenir à un monde dans lequel tous les enfants grandiront entourés des soins protecteurs de la famille et libres de privation, exploitation et danger, a précisé le directeur adjoint de l'USAID RDC. Donc on a eu une présentation par notre partenaire d'exécution IntraHealth qui a démontré les résultats de ce projet à travers les presque 2 ans d'implémentation. Donc c'était surtout le renforcement des capacités de la DISP pour qu'ils puissent prendre en charge cette question des enfants vulnérables et des orphelins. Donc il y a eu des formations. À travers ce projet, l'USAID a contribué également au renforcement des capacités du personnel de la direction des interventions sociales pour la protection de l'enfant en matière d'organisation, rationalisation des ressources humaines et sur la planification stratégique. Il était également question de faire une parenthèse sur le rôle de la planification familiale dans les dividendes démographiques et plus particulièrement dans les protections de l'enfant. Cette assistance technique s'aligne parfaitement sur la vision actuelle de l'USAID d'appuyer les institutions nationales pour qu'elles remplissent pleinement leur mandat et améliorer la qualité de vie des Congolais à travers une approche de développement coordonné.
Un reportage commenté par Suzy Kibira-Omari. Parlons toujours des enfants. Le mois de partage sur Vodacom Congo poursuit son bonhomme de chemin. Le mercredi 10 décembre, Vodacom Congo a procédé à la remise des vivres à l'orphelinat Lisanga et à Clisto dans la commune de Ngaba. Une façon pour cette entreprise de télécommunication de soulager tant soit peu la misère des orphelins de ce centre. Un reportage de Martin Moudzimbi Kapenga et Elvis Ndaya. Fidèle à sa mission, Vodacom Congo poursuit son désemparé, le mois de partage auprès des couches des populations vulnérables. Ce mercredi, ce géant de télécommunications en RDC a mis le cap à l'orphelinat Lisanga à Clisto dans la commune de Ngaba. Cette institution dispose en son sein 105 pensionnaires, dont un bébé de quelques jours. Sa mère avait perdu la vie lors de l'accouchement. Viviane Moulenda, présidente de la fondation Vodacom Congo, tente ici de lui apporter la chaleur maternelle. Viviane Moulenda n'est pas venue les mains vides dans sa gibecière, des vivres composés de sacs du riz, du sucre et des maïs. Les cartons de poissons salés, Vodacom Congo vient ainsi d'apporter le sourire à ses orphelins. Nous venons vous visiter parce que nous savons que le mois de décembre, c'est le mois où chaque personne a besoin de pouvoir recevoir l'amour quelque part. Et nous voulons traduire notre amour par le fait de donner, de vous visiter. L'un des encadreurs de ce centre a tenu à dire merci à Vodacom Congo. Nous avons la joie de recevoir Vodacom Congo dans notre centre. C'est parce que ce n'est pas la toute première fois Vodacom Congo d'arriver dans notre centre. Et ce n'est pas aussi la toute première fois qu'elle nous assiste dans ce cas ici. Vraiment, nous avons la grande joie de recevoir Vodacom Congo chez nous. Le geste posé par Vodacom Congo vient une fois de plus de prouver à la face du monde que cette entreprise investit dans l'homme. L'action se poursuivra à travers les orphelinats et autres hommes de vieillards disséminés à travers le Congo profond. Tout à fait autre chose. Les sénateurs ont voté le projet de loi des finances exercice 2015, le projet de reddition du compte 2013, évalué initialement à plus de 8 milliards de dollars. Les sénateurs ont revu le budget 2015 à 9 milliards de dollars. Ils estiment que le gouvernement avait sous-estimé les recettes minières. Martin Kayembe et Sylvain Bété nous en parlent dans ce reportage. C'est un projet de loi de finances exercice 2015 voté en termes non identiques dans les deux chambres du Parlement, ce qui renvoie à les deux commissions financières du Sénat et de l'Assemblée nationale à une paritaire d'harmonisation. Voté à plus de 8 milliards dans la chambre basse, le budget exercice 2015 a été évalué à plus de 9 milliards au Sénat. Ce budget fera une fois de plus l'objet d'une analyse avant le vote définitif. Outre le budget 2015, les sénateurs ont voté le projet de reddition de compte exercice 2013. À la Chambre basse, par contre, un groupe des élus du peuple ont déposé une motion de défiance contre l'ADG du Fonds pour la promotion de l'industrie. Nous venons vous annoncer, au nom de 5 députés nationaux, signataires de la motion de défiance contre l'ADG des FPI, que depuis ce lundi 8 décembre 2014, à 9h45 exactement, nous avons procédé au dépôt de la dite motion au bureau de l'Assemblée nationale, conformément au règlement intérieur de notre Chambre. Nous attendons donc que dans les 48 heures, que la plénière soit convoquée pour débattre de ces motions. Signalant que cette motion contre l'ADG de FPI intervient à quelques jours de la clôture de la session de septembre. Le monde entier a célébré le 9 décembre la journée internationale de la lutte contre la corruption. À cette occasion, l'ambassade du Royaume-Uni a organisé une table ronde de réflexion sur les moyens de combattre et éradiquer la corruption en RDC. Anifa Kassimwana pour le reportage. Cette table ronde de réflexion sur les moyens de combattre la corruption en RDC était une occasion pour l'ambassade du Royaume-Uni à Kinshasa d'interpeller les gouvernants congolais à éradiquer ce fléau. Pour le chargé d'affaires AI de l'ambassade britannique, la corruption est un phénomène social, politique et économique complexe touchant tous les pays. C'est un grand défi pour ce gouvernement, comme dans chaque pays qui est en voie de développement. Ce pays a des richesses humaines, richesses minérales,
Et bien sûr, il y a un défi en tant que la corruption. Tim Morris a en outre relevé que son pays voudrait voir les entreprises britanniques concourir dans un contexte concurrentiel homogène et gagner des marchés à l'étranger à travers une concurrence loyale et ouverte. Le diplomate britannique n'a pas manqué de saluer les efforts déjà consentis dans la lutte contre la corruption et encourager le gouvernement congolais à les poursuivre sans relâche. Marie-Chantal Kaninda, présidente du groupe de travail Initiative Anticorruption, a salué la tenue de cette table ronde qui a permis aux participants d'évoquer des moyens de combattre la corruption. C'est un travail de longue haleine. Le fait qu'aujourd'hui on puisse se retrouver toutes ces personnes de secteurs différents et pouvoir en parler, je pense que c'est déjà une évolution. C'est vrai que nous voudrions voir certaines étapes avancer très vite. Nous avons eu le pacte. Il est déjà signé, il va être implémenté bientôt, donc pour nous c'est déjà très positif. Il faut rappeler que c'est le 31 octobre 2003 que l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté la Convention contre la corruption. Ainsi, la journée du 9 décembre a été déclarée Journée internationale de lutte contre la corruption afin de sensibiliser le monde entier et de faire connaître le rôle de la Convention en matière de lutte et de prévention. Toujours dans la lutte contre la corruption, briser la chaîne de la corruption, c'est autour de ce thème que l'Observatoire d'éthique professionnelle a célébré la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Par la même occasion, la DGDA et l'OCEP ont procédé à la signature d'un protocole d'accord de collaboration sur la lutte contre la fraude et corruption des agents de douane. La cérémonie a eu lieu dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. C'est un reportage de Fanny Anifekasemwana et Ben Mondo. C'est au cours d'une matinée de restitution des actes du séminaire atelier d'évaluation des efforts de la RDC en gouvernance et lutte contre la corruption que l'Observatoire du Code éthique professionnel a célébré la Journée internationale de lutte contre la corruption. À cette occasion, le directeur général de l'OCEP a rappelé l'historique de cette journée instaurée en 2003 par les Nations Unies avant de donner l'objectif de cette matinée qui est selon lui de réfléchir sur les efforts à mener pour lutter contre la corruption. Après la restitution des actes du séminaire atelier d'évaluation des efforts de la RDC en gouvernance et lutte contre la corruption, les directeurs généraux de l'OCEP et des douanes et accises ont signé un protocole d'accord de collaboration portant sur la probité, l'éthique des agents de douane ainsi que sur la lutte contre la fraude et la corruption. Une occasion pour le directeur général de l'OCEP de saluer les efforts que la DGDA ne cesse de fournir dans la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, le douanier est en train de retrouver sa dignité. Aujourd'hui, la douane est devenue la seule régie financière qui atteint ses assignations et qui va même au-delà. Nous osons croire que les autres mandataires de l'État vont inscrire leur démarche dans la vision du chef de l'État comme l'a fait le DG de la DGDA. Le directeur général des douanes et accises a rappelé les différentes missions de sa régie financière avant de s'engager à fournir l'appui nécessaire à l'OCEP pour la formation des agents et cadres de la DGDA. La DGDA salue la signature du protocole d'accord de collaboration car elle juge importante l'action de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle dans la vulgarisation et le suivi d'application par le personnel de la DGDA du Code de conduite de l'agent public de l'État. Cette matinée a été sanctionnée par la lecture de la lettre du président de la République, Joseph Kabila, en gouvernance et lutte contre la corruption, adressée aux 4 vice-présidents en 2004. Et dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la collaboration à la mise en œuvre du programme Avocats sans frontières, ASF consacré à la détention préventive, le barreau de Kinshasa Matete a lancé une session de formation pour faire participer les avocats à ce programme. Ceci dans le but d'améliorer le système judiciaire en matière de détention préventive. Pierrette Mouteba et Chang Kabiona. Au total, 20 avocats retenus sur base de recrutement sont formés au barreau de Kinshasa Matete pour faire partie du pool d'assises judiciaires.
Objectif, collaborer à la mise en œuvre du programme Avocats sans frontières ASF consacré à la détention préventive. Un projet qui fait l'objet d'un accord de partenariat signé entre le barreau de Kinshasa-Matete et la structure internationale Avocats sans frontières. Aujourd'hui, la plupart de nos prisons sont surpeuplées et la surpopulation carcérale est essentiellement due au fait que les personnes arrêtées sont souvent détenues, mais sans avoir été présentées devant un juge et très souvent sans avoir la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Et donc, Avocats sans frontières, avec le financement du Royaume de Belgique, a arrêté ce programme qui va aller jusqu'à avril 2016. Et le barreau de Kinshasa-Matete participe donc à ce programme qui vise justement à pouvoir apporter le ministère de l'avocat pour toutes les questions liées à la détention préventive, on va dire dans les milieux carcéraux et pénitentiaires de la ville de Kinshasa. D'où la participation de ces avocats en formation aux activités de ce programme qui vise l'amélioration du système en matière de détention préventive dont la majorité des cas est réalisée de manière irrégulière. Dans le cadre du bureau de consultation gratuite, nous avons voulu lancer les 20 avocats qui vont descendre sur le terrain et vérifier la légalité de ces détentions. Alors pour cela, il faudrait avoir des avocats bien formés. Faire fonctionner le bureau des consultations gratuites et contribuer au plaidoyer en faveur de la mise en œuvre d'un service public d'aide légale sont là le cursus de programme d'assistance judiciaire. Nous sommes différents d'eux.